Je vous ai dit qu'on était dans l'économie circulaire. On va continuer à parler de ce sujet et du sujet des équipements. C'est vrai qu'on connaît désormais la trajectoire du secteur et pour y parvenir, vous le savez, il y a plusieurs leviers forcément à sa disposition. Mais pour cela, le secteur du bâtiment et des travaux publics doit repenser une partie de ses modèles. Certains ont déjà commencé à faire pivoter leurs activités pour y intégrer ce que l'on appelle l'économie circulaire. Elle prend plusieurs visages d'ailleurs, cette économie circulaire, celui du rétrofit, du recyclage, du reconditionnement ou du remanufacturing. Et cela ne fonctionne évidemment que si les acteurs qui s'y mettent ne le font pas seuls dans leur couloir. C'est ce qu'on va voir avec nos différents invités. Christine Champoiral, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Montabert. À côté de vous, Jérémy Quentin, bonjour. Bonjour. Chargé d'innovation, décarbonation et hydrogène du groupe 26. C'est bien ça. À ma droite, Holger Pitsch, bonjour. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. On dit comme ça ? Vous avez très bien fait. Bon, ça va. MOOC Construction Rétrofit électrique. Et juste à côté de vous, Alexandre Guillaume, bonjour. Bonjour. Président de MS. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Christine, je vais commencer peut-être par vous. Vous fabriquez et vous concevez des brises-roches et des perforateurs hydrauliques. Vous travaillez avec le marché de la construction des mines et des carrières. Et je crois, si j'ai bien regardé, vous avez adhéré il y a 3 ans, il me semble, à la ruche industrielle pour vous engager sur des projets d'économie circulaire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans ? Racontez-nous. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, vous avez raison, on est adhérent aussi à la ruche industrielle depuis 3 ans. L'économie circulaire, je pense qu'on en faisait même avant de commencer avec la ruche. Sans le savoir. Mais on en faisait sans le savoir, c'est-à-dire qu'on a toujours capitalisé chez nous sur la durabilité de nos produits. On avait un matériel qui avait une forte valeur de revente et une longue durée de vie. Et donc, assez rapidement, on avait développé un modèle de rachat de notre matériel pour le réparer dans nos ateliers et le revendre. Et puis, un jour, on s'est dit, si on industrialisait tout ça, c'est là que la ruche industrielle est intervenue. Et on a commencé à professionnaliser, on va dire, cette activité, de se poser la question de comment rendre cette activité de matériel d'occasion un petit peu plus industrielle. Et c'est le premier projet qu'on a lancé avec eux. Et on a continué sur un deuxième projet l'année dernière, où on est allé un peu plus loin. Au lieu de reconditionner seulement nos matériels, maintenant on se lance dans le reconditionnement des pièces de rechange. Ça fait se croiser quand même pas mal de problématiques parce qu'il faut récupérer les matériaux avant de les réparer. Ça veut dire penser à un autre circuit que celui de la production et réfléchir aussi à la viabilité économique de ce qu'on est en train de créer. Clairement, parce que nos modèles économiques, Montabert, ça a 100 ans d'existence. On a un modèle économique qui a été à la base construit sur un modèle linéaire. On part de la matière première de notre acier pour faire un produit fini. Et effectivement, on travaille aussi en distribution en B2B. Donc on vend à des distributeurs et partenaires qui eux-mêmes revendent aux utilisateurs. Donc premier défi, comment je récupère mes produits pour les faire revenir dans mes ateliers pour pouvoir les reconditionner. Et comment je fais pivoter mon modèle pour que quand le produit revient, on puisse le démanteler, l'auditer et ensuite régénérer à neuf et pour le revendre à nos clients et partenaires. Donc tout ça, on a travaillé sur les modèles. Aujourd'hui, on sait le faire. Et pour finir et répondre à votre question, maintenant, il nous reste la partie la plus difficile, c'est l'enjeu économique. Cette activité, elle est viable à petite échelle. Elle représente malheureusement, à mon grand désespoir, qu'une petite partie de notre revenu, c'est à peu près moins de 5% de notre chiffre d'affaires, alors qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée dans cette chaîne. Mais en dehors des périodes pénuriques, malheureusement, elle peine à trouver son marché parce que nos clients ils ne nous demandent pas forcément l'offre reconditionnée et ils vont souvent se tourner en priorité vers le matériel neuf, sauf si le reconditionné est vraiment moins cher. On va y revenir à cette question du modèle économique parce que je pense que c'est un sujet central pour vous tous d'ailleurs autour de la table. Jérémy, je voudrais passer à vous. Vous vous êtes lancé dans ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire la conversion des machines vers l'électrique vers l'électrique ou vers l'hydrogène d'ailleurs, les deux. 26 s'occupe massivement de la conversion des machines avec une filiale qui s'appelle Ineo. Oui. C'est passé clairement aujourd'hui dans les usages. Oui, tout à fait. Quand on a commencé le projet Ineo et
le développement du rétrofit, donc on a commencé en 2015, donc ça fait bien longtemps. Et on ne parlait pas encore de tous les enjeux environnementaux, mais aujourd'hui, pour réussir la décarbonation et la décarbonation de tous les engins, on voit bien que le parc machine est très important. Et la seule solution véhicule neuf ne répondra pas à une décarbonation rapide. Donc c'est important pour nous de pouvoir réutiliser le matériel existant et de lui prolonger sa durée de vie, mais avec une énergie décarbonée. Le rétrofit, oui, mais le rétrofit dans le BTP, c'est possible sur tous les types d'engins aujourd'hui ? Alors, c'est techniquement possible sur la plupart des engins. Le seul et vrai unique question, c'est quel va être le besoin énergétique pour la machine et son usage. Et à partir de là, on sera capable de dire quel est le rétrofit ou la conversion ou l'énergie utile pour être efficient sur règlement. Travailler avec les services et les fédérations pour pouvoir permettre en fait la décarbonation massive des machines existantes. Oui, non, je vous demandais s'il y avait des problèmes de certification qui pouvaient freiner effectivement le développement. Alors, ce qui est sûr, hormis la réglementation qui évolue, l'ensemble des composants qu'on utilise pour convertir une machine sont déjà certifiés de manière individuelle. Donc bien évidemment, on va continuer de manière très professionnelle à faire ces transformations. Et vous faites un passage à l'échelle, parce que je crois que vous faites partie de la French Fab. Oui. Vous avez démarré le développement industriel l'année dernière, non ? Alors pas encore, on est encore au stade. C'était prévu C'était prévu, mais pour l'instant on est encore en train de passer les étapes d'homologation et les services homologateurs sont aussi en train de découvrir ces nouvelles technologies pour pouvoir se les approprier et les certifier. Allez, je poursuis mon tour de table avec vous, Holger Pitsch, Moog Construction Rétrofit électrique. Vous aussi, vous êtes positionné sur ce marché qui est en plein développement du rétrofit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a persuadé d'aller justement dans cette direction ? C'était quoi l'étincelle de départ ? Oui, donc on ne fait pas... Oui, il faut parler assez près du micro parce que sinon... Très près. Ouais. Oui, donc nous, on ne fait pas que du rétrofit. Moog, d'origine, en fait, est dans le contrôle de mouvement, principalement pour les avions. 3 sur 4 avions marchent avec nos systèmes, les fusées spatiaux également. On a des produits dans la défense. Et on voit que dans tous ces secteurs, ils sont déjà électrifiés, ils sont déjà digitalisés. Donc, ayant des experts dans ce domaine-là, on a vu que pour la construction aussi, ça va y aller. Donc ici, on a gagné un prix pour tout ce qui est nos solutions avec des fabricants. Donc on a une solution excellente, TerraTech, où on a gagné un prix. Mais on a vu aussi qu'il faut absolument attaquer le rétrofit de la même manière. Et il y a certaines parties qui ne sont pas sorciers. Je veux dire, parce qu'il y a un retard aujourd'hui clairement dans le il y a un retard qui est à la fois point de vue législation, mais il y a aussi un retard point de vue, il y a certaines technologies qu'il faut connaître. Il faut connaître un système hydraulique, il faut connaître aussi un système haut voltage. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, si on a ces capacités, un rétrofit, c'est plus tellement sorcier. En fait, c'est un marché qui nous attend. Tout le monde en a besoin. Et donc, étant donné qu'il y ait cette opportunité, on a décidé d'y aller. Parce que finalement, ce système de rétrofit, il rallonge, on va le redire, il rallonge la durée de vie des machines. Et donc, il va aussi avoir une incidence sur les ressources. On va prélever moins de ressources pour aller fabriquer du neuf. On peut le voir comme ça. Absolument. L'idée, la circularité, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà. Pourquoi construire une nouvelle machine si on a déjà une existante qu'on peut très bien électrifier? Et même si on a envie, à la fin de sa vie électrique, dans notre cas, on peut garder les modules électriques, vous gardez la batterie, vous changez la machine. Et vous pouvez même reconvertir la machine en thermique. Je dis que mais pas idiot, mais techniquement, c'est faisable. Donc tout à fait, c'est rallonger la vie en fait des investissements que nous avons tous déjà faits. Et donc
Et c'est le point commun que vous avez tous autour de cette table. Je vais vous donner la parole, Alexandre Guillaume. Vous avez mis au point, vous, une machine qui recycle et qui transforme avec des déblais du BTP. Vous faites du sable. Votre innovation, elle s'appelle une de vos innovations évidemment, mais c'est celle que j'ai choisi d'évoquer avec vous, Safe Sand by MS. Elle avait, je crois, été exposée à l'Elysée. C'est aussi l'occasion finalement de trouver un usage à ce qu'on appelle les déchets, même si je sais qu'il ne faut plus les appeler les déchets. Dans votre partie, en l'occurrence, c'est environ 50 millions de tonnes de déblais, c'est ça ? Le déblai de BTP, c'est le plus important de nos déchets. On en a 5-6 fois plus que nos ordures ménagères, d'un côté. Et puis le sable de construction au sens large, c'est ce qu'on consomme le plus après l'eau. Donc c'est sûr qu'il y avait une évidence de croire qu'on pouvait trouver une clé d'économie circulaire pour faire le lien entre déchets et produits de première nécessité. Donc le Safe Sand est né de cette volonté-là. Trouver une clé, d'accord, mais elle est venue comment, cette idée ? Qu'est-ce qui vous a procuré le déclic ? Alors, le déclic, c'est quand même une somme d'expérience. Il y a peut-être vision et expérience. La vision, c'est que animé depuis longtemps, par aujourd'hui, on parlerait d'innovation frugale. Comment faire mieux avec moins. Et puis le côté expérience, c'est que c'est effectivement 50 ans que notre entreprise familiale valorise les sables de construction dans les carrières sablières ou chantiers de TP. Donc on se retrouve effectivement à avoir aujourd'hui des déblais de BTP de nature voisine ou similaire que ce qu'on peut exploiter dans certaines carrières. Alors avec des problématiques particulières et singulières, quand on a des déblais de BTP, il faut aussi éliminer des indésirables, des morceaux de bois, de plastique. Donc le Safe Sand est né de cette culture-là et de trouver une clé. Et aujourd'hui, c'est une réalité avec des installations complètes qui marchent et qui vont être d'ailleurs développées, j'espère, à l'avenir. Ouais, c'est un exemple parce que vous poussez beaucoup plus loin finalement cette économie circulaire. Vous dites ces actions, elles vont dans le sens de la décarbonation. Elles ne suffisent pas. Il faut, et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir tous les quatre, une approche beaucoup plus globale, qu'on pense aussi protection des ressources. Ça, c'est quelque chose qui commence à infuser dans le secteur ? Je le crois. Alors avec ma voisine Christine qui est ici, on appartient à Evolis, la même organisation professionnelle, et où on associe le mot durabilité au mot décarbonation. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le sait qu'il y a 9 limites planétaires et pas une. L'angle carbone, c'est un élément d'un enjeu systémique bien plus grand. On parle de protection du vivant, on parle de nos océans, on parle de nos sols, on parle de la biodiversité. Ouais. Je vais donner cet exemple pour moi tangible. On met en œuvre des solutions de préservation d'eau. Quand un de nos clients investit sur une solution comme ça, il va carboner son bilan. Parce qu'il a une machine avec de l'énergie consommée. Donc il préserve de l'eau, mais il a plus de carbone. Alors, il ne faut pas choisir, il faut lier les enjeux. Donc c'est pour ça que l'enjeu carbone, seul, peut être dangereux s'il est pris individuellement. Je trouve qu'il est important pour nous, professionnels, et pour vous, professionnels de la communication, de ne pas exclusivement utiliser le mot décarbonation seul, de toujours l'associer dans sa globalité. On a beaucoup entendu effectivement parler des résultats du GIEC. On pourrait prendre le pendant du GIEC pour la biodiversité. C'est probablement le sujet qui monte d'ailleurs en entreprise aujourd'hui. Quand on parle de l'extra-financier, il va falloir aussi prendre en compte tout ça. J'imagine que c'est dans ce sens-là que vous travaillez, Christine. Complètement, parce que comme je disais tout à l'heure, tant qu'on sera jugé uniquement sur le critère financier et qu'on n'intégrera pas ces paramètres de facteurs de durabilité qu'on met dans nos produits ou un éco-score, on réfléchit d'ailleurs en filière quels pourraient être les labels pertinents, ça sera difficile pour nous de valoriser ces offres parce qu'on ne peut pas résumer au fait qu'on économise de la matière parce qu'on la fait durer plus longtemps. On va réinjecter des savoir-faire, de l'innovation, de la valeur ajoutée, de l'énergie, de la logistique inversée, beaucoup de choses. Et donc, il faut aussi que ces critères-là ils soient pris en compte. Et tant que les clients et donneurs d'ordre nous jugeront uniquement sur l'aspect économique, ça sera difficile de valoriser ces offres-là parce qu'il y a aussi des freins, tout simplement, pour les clients. Donc moi ma vision, c'est d'aller vers de l'économie de la fonctionnalité. En tout cas, dans notre produit, c'est vers ça qu'on tend. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir un usage du produit et il faut peut-être s'éloigner un petit peu de cette notion de possession.
j'achète un produit pour un usage ou j'achète l'usage du produit, peu importe que ce soit quelque chose qu'on a fabriqué il y a 20 ou 30 ans, pourvu qu'il soit fonctionnel. Donc mais il faut que ce soit économique, parce que dans l'économie circulaire, il y a économie. Donc il faut que tous les maillons de la chaîne, le fabricant, ses partenaires de service, les utilisateurs, économiquement s'y retrouvent. On ne fait pas la charité, on ne dit pas qu'il faut payer plus cher parce que c'est vertueux. On dit vraiment c'est une co-construction d'une offre en filière qu'on va rechercher. Et pour finir là-dessus, Alexandre l'a dit, on s'engage ensemble et on va faire un programme avec Spécial Industrie, avec la Convention des entreprises pour le climat. Et on va réfléchir tous ensemble sur ces sujets. Je voudrais qu'on rajoute, parce que je l'ai cité tout à l'heure, ce mot de remanufacturing. Et je crois que c'est un pilier aussi important dans cette conception de l'économie circulaire que vous prônez aujourd'hui. C'est quoi le remanufacturing? C'est remettre en état de marche des usines, par exemple, faire du neuf avec du vieux, hein, vous le disiez. Ça marche aussi avec l'outil industriel. Je crois que vous en faites de la démonstration, il me semble. Oui, alors c'est vrai que je suis attaché à cette sémantique-là. Plus que le rétrofit, c'est pas un débat de mots. Ah, c'est une addition de choses. Hein, En tant que constructeur et fabricant, j'aime bien l'idée de donner de la valeur ajoutée aujourd'hui à une nouvelle machine, plus performante demain qu'elle l'était hier. Donc je trouve que dans le mot reconditionnement, c'est comme si on la remettait à niveau. Alors que dans le remanufacturing, en refabriquant, on peut lui apporter plus. On va lui apporter plus avec des modifications structurelles mécaniques, électriques, hydrauliques, des remises aux normes, des nouvelles fonctionnalités à partir de l'ancienne machine. C'est là où effectivement nous ça s'est construit par une opportunité. On a des machines qui durent 20-25 ans et pourtant on a aussi un secteur d'activité où on installe des usines complètes pour des durées éphémères de 2-3 ans, comme des usines complètes sur le monde des tunnels dans le Grand Paris. Donc l'opportunité, il y a plus de 30 ans, était de les racheter, ces usines. Donc un investissement financier, structurel. Donc on se retrouvait avec des équipements qui avaient travaillé 2-3 ans, d'autres marchés potentiels. Donc c'est là où on a créé la démarche de redonner de la vie et de la valeur ajoutée. Donc on a staffé du monde, on s'est organisé. Et aujourd'hui, oui, on est en train de construire d'ailleurs un nouvel atelier de remanufacturing pour faire mieux encore demain. Quels sont les écueils, et ma question s'adresse à tous les quatre, quels sont les écueils que vous avez dû contourner pour aller convaincre de la pertinence des modèles que vous étiez en train de développer? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? On a commencé à en parler, mais dans la recherche du modèle économique, Holger? Oui, en fait, en général, dès qu'il s'agit d'adapter des nouvelles technologies, surtout dans la construction, les gens ont envie d'être numéro 2. Personne n'a envie d'être le premier à essayer une innovation. Et donc, dans ce contexte, il faut, dans le modèle, trouver des solutions qui permettent aux gens de rentrer plus facilement, point de vue utilisation, point de vue financement. Donc, on s'est trouvé dans certains cas où on doit financer certaines choses, pas parce qu'on a envie, mais ça fait la démarche pour l'utilisateur plus facile de prendre le risque. Vous êtes d'accord, Rémi? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, pardon. L'enjeu aussi pour convaincre, c'est l'écosystème à créer autour, puisque faire venir une nouvelle énergie dans un véhicule, c'est comment va arriver cette énergie sur le chantier. Et ça aussi, il faut être très rassurant sur la disponibilité de l'énergie. Donc l'électricité, on la voit partout, elle est abondante, mais quand on arrive sur un chantier et que la simple prise 3 kW est là pour nous fournir de l'énergie pour des machines, ça ne suffit pas. Et donc il faut rassurer, trouver des solutions et des solutions techniques. Donc il faut arriver avec l'écosystème, tout clé en main, si j'ose dire. Les véhicules électriques ou les véhicules à hydrogène vont faire partie d'un ensemble, d'un réseau, et plus simplement remplir un carburant dans une machine. Et il faut considérer tout le réseau et l'environnement énergie autour de la machine pour pouvoir rassurer et pouvoir bien, dans les bonnes conditions, les mettre en œuvre. Ouais, même problématique, j'imagine, de freins à lever sur la logistique, sur la récupération du produit pour reconditionner en ce qui vous concerne. Alors sur la logistique, on a en partie résolu en mettant des systèmes de monitoring qui nous permettent de géolocaliser la marchandise, le produit et de savoir son niveau d'utilisation. Il faut quand même aussi travailler maintenant avec nos systèmes d'information, nos ERP, pour qu'ils ne buguent pas quand on remet le même numéro de série plusieurs fois dans la machine.
On va aussi, on a parlé des freins économiques, donc je ne vais peut-être pas y revenir, mais il y a aussi des freins technologiques. C'est que chez Montabert, par exemple, maintenant on fait de la mécanique de précision, on travaille avec au micron près, avec des tolérances très fines. Quand vous voulez régénérer un composant et qui conserve ses propriétés, sa performance, c'est des défis au quotidien. Donc on a fait beaucoup plancher aussi nos bureaux d'études pour réfléchir à des pièces d'usure qui peuvent devenir des pièces consommables et qui vont garder l'intégrité et préserver l'essentiel de la matière et pour garder toujours les mêmes performances, voire les faire évoluer, comme on l'a dit. Sur le business model, sur les freins à lever, les gens à convaincre, ça s'est passé comment pour vous? Alors ça s'est passé, je trouve quand même qu'il y a une inflexion forte ces dernières années. Oui, vous sentez positive. le changement? Vraiment. Il y avait comme une culture du « le neuf c'est mieux ». Donc quand on offrait une performance équivalente, une garantie équivalente, un prix plus compétitif avec du remanufacturé, il y avait quand même ce soupçon de finalement je vais quand même vouloir partir en neuf parce que c'est mieux. Et ça, les nouvelles générations sont en train de basculer. Donc c'est vrai que nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait nos preuves sur le remanufacturé est vraiment performant et vraiment durable. Donc il a fallu le montrer, le prouver. L'enjeu financier et le gain économique est présent, donc ça c'était tangible. Et puis voilà, il y a ce qui est venu se rajouter, je pense que ça, c'est des leviers et des freins psychologiques. On le voit, des vêtements d'occasion de seconde main ou des produits de grande consommation, c'est rentré plus dans les mœurs aujourd'hui. Donc je trouve que ça infuse vraiment positivement dans le monde du BTP. Et ça fait 2 ou 3 ans que je n'ai pas un seul client qui a refusé une offre en remanufacturé plutôt qu'une offre en neuf. Et puis on lui a montré les enjeux. Alors, j'ai dit pas que le carbone, mais on lui a montré les enjeux carbone. À l'instar d'une année, pour nous, c'est quand même 3000 tonnes de carbone économisées pour à l'échelle de notre boîte de 100 personnes. Donc c'est des enjeux importants. Vous avez parlé à plusieurs reprises, notamment vous, Jérémy, voilà, d'embarquer l'écosystème. Est-ce que justement le local pour ça peut être une solution, faire en circuit court finalement, parler en logique, en synergie de territoire, faire ensemble, avoir ces fameux flux de territoire? Est-ce que ça c'est une partie de la réponse? Ça, j'en suis convaincu. Alors, si on parle particulièrement de notre territoire, puisqu'on vient de la Vendée, on a déjà un écosystème qui a été créé avec la société Live qui produit de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, donc l'éolien et l'eau de mer, puisqu'on est proche de l'océan. Et cet hydrogène est déjà distribué dans 5 stations sur le département, auquel on peut déjà se ravitailler. Et on a déjà des véhicules qui viennent se ravitailler. Donc on a un écosystème complet, à moins de 80 km à la ronde, entre la production d'énergie hydrogène et l'usage et la consommation d'hydrogène, tout très, très localisé et fonctionne. Donc ça prouve bien qu'on peut y arriver. Après, on n'est pas encore dans une économie encore rentable, parce que le coût de l'hydrogène est encore assez cher, puisqu'on est en petite production, mais le Life va passer d'ici la fin de l'année à 1 tonne jour sur cette station, qui permettra d'accélérer encore. Même question pour vous trois, Holger, cette logique de territoire, cette concentration, cette synergie, ça fonctionne, ça aide au développement? Oui, je crois aujourd'hui, c'est juste trop bon marché de polluer l'environnement. Et donc, tant que c'est le cas, les gens ils vont préférer la solution la meilleure marché, qui est de polluer. Ceci étant dit, nous on est assez convaincus qu'à un moment donné, la décarbonisation va être un effet secondaire de ce qui est l'électrification. Un système électrique est toujours, à terme, il est plus performant, il est programmable. Essayer de programmer un moteur thermique, c'est presque impossible. Vous montez un système hydraulique dessus, c'est encore pire. Et donc, c'est pas justement minimiser les matériaux, mais c'est aussi minimiser les mouvements. Et si vous voulez programmer une machine, il faut qu'elle soit électrique. Et elle a aussi l'avantage d'être beaucoup moins polluante. Donc de ce côté-là, la technologie joue dans notre faveur. Ceci étant dit, si on se met tous, on va y arriver beaucoup plus rapidement, ça c'est clair. Et collectivement, forcément, ça marche plus vite et plus fort, j'imagine. Évidemment. Là, je rejoins ce que disait Christine aussi sur l'économie de la fonctionnalité. On vend des solutions qui préservent l'eau, mais au lieu de les vendre demain, même en remanufacturé, les louer, ce qu'on a commencé à faire, permet à des acteurs de faire mieux tout de suite, parce qu'ils ont cette
faciliter, donc là le côté circuit court, puis on en parlait de Safe Sand. Si les déblais du BTP vont se traiter en plateforme proche des villes, ils reviendront transformés dans la ville, là aussi en circuit court, au lieu d'aller se recycler en se mettant dans un trou, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est ça le sujet aujourd'hui et c'est aussi une partie de la réponse finalement qui se trouve autour de nous. Il suffit de regarder où sont les acteurs en circuit court pour trouver des parties de réponse. Alors c'est effectivement une partie de la réponse et ça fait tout à fait sens. Par contre, c'est aussi parfois un casse-tête pour nous, parce que chez Montabert, on a un modèle économique où on fait plus de 90% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Donc c'est un modèle très global, parce qu'on va dans des pays miniers. Pour l'instant, la France, je dis pour l'instant, la France et l'Europe ne sont pas des grands pays miniers, mais ça peut changer. Donc c'est sûr qu'une des thématiques pour faire cette circularité, c'est que quand notre matériel a été exporté en Australie, ça n'aurait aucun sens et ça tuerait complètement l'initiative de le rapatrier sur notre site de fabrication en France pour le reconditionner. Alors autant notre modèle linéaire, il est très implanté dans le territoire, on a plus de 70% de nos achats, de notre sous-traitance qui est fait sur le bassin lyonnais où on est implanté, autant quand on va s'attaquer à la circularité, on va se poser la question du multilocal, d'apporter les solutions. Donc il faut avoir les deux visions en fait. Du coup, on s'appuie sur un réseau de partenaires au plus près du produit qui va pouvoir être ce relais. Et je bouclerai peut-être là-dessus. J'ai dit c'est moins de 5% de notre activité aujourd'hui, le remanufacturing, fait depuis notre usine. Mais si je totalise toutes les initiatives identiques qui sont faites dans notre réseau de distribution à travers le monde, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce qu'il faut garder en tête évidemment pour conclure cette table ronde. Merci à tous les quatre d'être venus nous parler économie circulaire qui se développe de bonne manière, en tout cas grâce à vous, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.